Mon demi-frère et sa mère ont manipulé mon père mourant pour changer son testament, mais leur plan machiavélique a échoué lorsque j'ai découvert leur courriel secret. Je suis un homme de 30 ans, et je fais face à une situation que je n'aurais jamais imaginé vivre au sein de ma famille. Mon père est décédé il y a 6 mois, après avoir lutté contre une forme agressive de cancer du poumon. Il a laissé un héritage considérable comprenant sa maison dans un quartier exclusif, des économies substantielles et, surtout, l'entreprise de fabrication qu'il avait lui-même bâtie à partir de rien durant plus de 35 ans. J'ai un demi-frère nommé Marc, un homme de 35 ans, issu du second mariage de mon père avec Sandra, une femme de 55 ans. Ma mère biologique est décédée dans un accident de voiture quand je n'avais que 3 ans, et mon père s'est marié avec Sandra lorsque j'avais 5 ans. À l'époque, Sandra travaillait comme comptable dans l'entreprise de mon père, et il semble qu'ils se soient rapprochés en travaillant ensemble. En grandissant, la relation entre Marc et moi était acceptable. Nous n'étions pas particulièrement proches, car il avait 10 ans lorsque nos parents se sont mariés, mais nous nous entendions suffisamment bien. Nous avons partagé une chambre pendant quelques années, jusqu'à ce que l'entreprise de mon père prenne véritablement son envol et que nous déménagions dans une maison plus grande lorsque j'avais 8 ans. Marc semblait toujours un peu distant et, parfois, il manifestait de la jalousie vis-à-vis de ma relation avec mon père, probablement parce que ce dernier passait plus de temps avec moi, en particulier concernant l'entreprise. L'entreprise de mon père fabrique des équipements industriels spécialisés, et il était extrêmement passionné par son travail. Il a commencé à m'enseigner les rouages de l'entreprise lorsque j'étais très jeune. Je me souviens d'innombrables week-ends passés à l'usine à ses côtés, apprenant le fonctionnement des machines et les processus. J'ai commencé à travailler là-bas pendant les vacances d'été, apprenant chaque aspect de l'opération à partir des bases. Lorsque je suis entré à l'université, je connaissais déjà la majorité des opérations de l'entreprise. J'ai choisi d'étudier la gestion des entreprises, car j'ai toujours su que je voulais rejoindre l'entreprise de mon père. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à y travailler à plein temps et, à 25 ans, je gérais pratiquement les opérations quotidiennes pendant que mon père se concentrait sur les plans d'expansion et l'établissement de relations avec des clients plus importants. De son côté, Marc n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour l'entreprise familiale. Il a fréquenté une coûteuse université privée, obtenu un diplôme en marketing et travaillé dans plusieurs postes en entreprise dans différentes villes. Il nous rendait visite uniquement pendant les grandes fêtes, mais rarement à d'autres moments. Sandra tentait toujours de l'impliquer davantage, suggérant constamment que mon père devrait lui donner un poste de direction dans l'entreprise. Elle répétait souvent qu'il n'était pas juste que je sois préparé pour prendre la relève tandis que Marc était laissé de côté. Cependant, Marc refusait toujours, affirmant qu'il préférait la vie en entreprise et qu'il ne voulait pas travailler dans la fabrication. Tout a radicalement changé l'année dernière lorsque papa a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Les médecins lui avaient donné environ 8 mois à vivre. Pendant cette période, Marc s'est soudainement montré extrêmement intéressé par l'entreprise familiale. Il a commencé à nous rendre visite tous les week-ends, posant des questions détaillées sur les opérations, les marges bénéficiaires et les relations avec les clients. Il a même proposé de quitter son travail en entreprise pour aider, affirmant qu'il avait enfin compris la valeur du patrimoine familial. Papa était réellement heureux de ce changement. Malgré sa douleur et les séances de chimiothérapie, il passait des heures à discuter avec Marc de l'entreprise. Il avait toujours souhaité que ses 2 fils s'impliquent, et il voyait cela comme la réalisation ultime de son désir. J'étais un peu sceptique quant à l'intérêt soudain de Marc, mais je n'ai rien dit parce que cela rendait papa heureux. Un mois avant la mort de papa, alors qu'il était encore lucide et capable de tenir des conversations, il m'a appelé dans sa chambre un soir. Il m'a dit qu'il avait mis à jour son testament avec un avocat de la famille. Il a précisé que, même si j'avais investi des années de travail dans l'entreprise, il voulait être juste avec ses 2 enfants. Il avait donc décidé de tout diviser à parts égales entre Marc et moi, l'entreprise, la maison, ses économies, tout serait réparti équitablement, 50-50. Il m'a fait promettre d'aider Marc à apprendre les rouages du métier, en disant: il serait bon pour vous deux de travailler ensemble en tant que frères. J'ai accepté parce que je savais combien cela comptait pour lui. Après la mort de papa, nous avons eu la lecture du testament dans le bureau de l'avocat. Sandra était présente avec Marc, et d'autres membres proches de la famille étaient également là. À la surprise générale, le testament indiquait que Marc recevrait 70% de tout, y compris la majorité des parts de l'entreprise, tandis que je ne recevrais que 30%. J'étais complètement abasourdi, car cela contredisait totalement ce que papa m'avait dit à peine un mois auparavant. Lorsque j'ai mentionné cela, en rappelant que papa m'avait parlé d'un partage équitable, Sandra est devenue extrêmement défensive. Elle a commencé à dire que j'essayais de tromper Marc pour lui voler son héritage légitime et que papa avait changé d'avis parce qu'il avait réalisé que Marc méritait davantage en tant que fils aîné. Elle a même affirmé que papa lui avait avoué regretter d'avoir passé autant de temps à m'apprendre l'entreprise plutôt qu'à Marc. Quelque chose me paraissait très étrange dans toute cette situation. L'avocat de la famille, qui avait géré les affaires de papa pendant plus de 20 ans, semblait mal à l'aise pendant la lecture.
Lorsque je lui ai parlé en privé par la suite, il m'a confirmé qu'il n'avait pas rédigé cette version du testament. C'était un document complètement différent de celui qu'il avait préparé avec papa. J'ai engagé un avocat personnel pour enquêter, et ce que nous avons découvert m'a fait bouillir de rage. Au cours des dernières semaines de vie de papa, alors qu'il était hospitalisé et fortement sous morphine pour soulager sa douleur, Marc avait apporté un nouveau testament pour qu'il le signe. L'infirmière qui était présente lors de la signature est venue témoigner, affirmant que papa n'était même pas totalement conscient lorsqu'il avait signé. Elle a précisé que Marc lui avait assuré qu'il s'agissait uniquement de quelques documents urgents concernant l'entreprise qui ne pouvaient pas attendre. Lorsque j'ai confronté Marc à ce sujet, sa réponse m'a laissé encore plus abasourdi. Au lieu de nier, il a tenté de justifier ce qu'il avait fait. Il a affirmé qu'il méritait davantage parce qu'il était l'aîné et que j'avais déjà profité de l'attention de papa pendant des années. Il a mentionné comment j'avais eu la chance d'apprendre l'entreprise dès mon plus jeune âge, tandis que lui avait dû tracer son propre chemin. Il a même soutenu que papa aurait voulu qu'il prenne le contrôle parce qu'il avait plus d'expérience dans le monde de l'entreprise. J'ai apporté toutes les preuves à l'avocat de la famille. Il était horrifié, car il avait rédigé le testament original avec papa et connaissait parfaitement ses volontés. Nous avons intenté un procès pour contester ce testament frauduleux, mais Marc et Sandra se battent avec acharnement. Ils ont engagé des avocats coûteux et prolongent le processus. De plus, ils ont lancé une campagne de diffamation au sein de la famille. Ils disent à tout le monde que j'essaie de voler l'héritage de Marc parce que je suis avide et que je ne supporte pas l'idée de partager le contrôle de l'entreprise. Sandra appelle les membres de la famille en pleurant, prétendant que j'essaie de priver son fils de son droit d'aînesse. Elle suggère même que j'ai manipulé papa pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec lui, pour qu'il me favorise au détriment de Marc. Certains membres de la famille prennent réellement leur parti, disant que je devrais être reconnaissant pour les 30%, car je suis le plus jeune. Ils ajoutent que Marc a davantage besoin de l'argent parce qu'il a une famille à charge. Comme je suis célibataire, d'autres membres sont furieux contre Marc et Sandra pour avoir profité de la vulnérabilité d'un homme mourant. La famille est complètement divisée à cause de cette situation. Sandra continue de m'envoyer de longs messages m'accusant de détruire la famille et prétendant que papa serait déçu de mon comportement. Elle me dit que je suis égoïste et que si j'aimais vraiment papa, j'honorerais sa volonté, quelles que soient les circonstances. J'ai dû bloquer son numéro parce que sa manipulation émotionnelle devenait insupportable. Je sais que j'ai raison de me battre pour cela. Ce qu'ils ont fait est non seulement moralement inacceptable, mais aussi illégal. Toutefois, voir à quel point cela détruit la famille me fait parfois me demander si je ne devrais pas accepter les 30% pour préserver la paix. Mais ensuite, je me rappelle comment ils ont profité de l'état de papa lorsqu'il était en train de mourir et incapable de se défendre, et cela renforce ma détermination. Je refuse de les laisser s'en tirer ainsi. Mise à jour, la situation concernant mon héritage a pris un tournant encore plus sombre. Au cours de notre enquête, mon avocat a découvert quelque chose qui a permis de relier toutes les pièces du puzzle. Nous avons trouvé une série de courriels entre Marc et Sandra datant des 6 mois précédant la mort de papa, dans lesquels ils planifiaient méthodiquement comment modifier le testament. Le plus choquant, c'est que Sandra était véritablement l'instigatrice de tout cela. Les courriels révèlent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une tentative opportuniste durant les derniers jours de papa. Cela faisait des années qu'il préparait ce plan. Sandra incitait discrètement Marc à montrer plus d'intérêt pour l'entreprise, non pas parce qu'elle se souciait de l'unité familiale, mais parce qu'elle voulait qu'il comprenne suffisamment pour prendre le contrôle au moment venu. Elle a convaincu Marc qu'en tant que fils biologique, il méritait la plus grande part de l'héritage. Nous avons découvert que Sandra surveillait de près les transactions commerciales de papa grâce à ses contacts dans l'entreprise. Elle connaissait exactement la valeur de tout et documentait chaque occasion où papa m'avait favorisé au détriment de Marc. Sandra tenait un registre détaillé des heures que papa avait passées à m'enseigner l'entreprise, en comparaison avec le temps qu'il avait consacré à Marc, utilisant ces informations pour alimenter le ressentiment de Marc. Lire ces courriels a été sincèrement troublant. Sandra écrivait des phrases comme « Ton père ne t'a jamais apprécié autant que lui » et « Nous devons nous assurer que tu obtiendras ce qui te revient de droit ». Elle entretenait les insécurités de Marc depuis des années, lui rappelant constamment que papa avait choisi de me former pour reprendre l'entreprise, plutôt que lui. Elle lui disait que papa ne l'avait jamais aimé autant que moi. Mais voici ce qui m'a réellement rendu malade. Ils avaient déjà planifié ce qu'ils feraient de l'entreprise une fois qu'ils en prendraient le contrôle. Ils avaient entamé des discussions avec l'un de nos plus grands concurrents pour une éventuelle vente. Les courriels montraient qu'ils avaient déjà rencontré des acheteurs potentiels et discuté de premières évaluations. L'entreprise que papa avait bâtie à partir de rien, à laquelle il avait consacré 35 années de sa vie, il comptait la vendre aux plus offrants dès qu'ils auraient obtenu la majorité des actions. Quand j'ai confronté Marc avec ces courriels, il s'est complètement effondré. Il a admis que Sandra l'avait manipulé pendant des années. Elle lui avait fait croire que papa lui avait volé sa place légitime dans l'entreprise en me favorisant, et que changer le testament n'était qu'un moyen de corriger cette injustice. Il a essayé de s'excuser,
en disant qu'il s'était laissé emporter par la rancune et les plans de vengeance de sa mère, mais je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux. J'ai partagé ces courriels avec notre famille élargie, et les réactions ont été explosives. La majorité a complètement coupé les ponts avec Sandra et Marc. Même la femme de Marc, qui avait toujours été sa plus grande défenseuse, a été horrifiée d'apprendre qu'il prévoyait de vendre l'entreprise. Elle n'était au courant de rien et est partie avec ses enfants la semaine dernière. Elle vit maintenant chez ses parents et envisage de demander le divorce. La réponse de Sandra à tout cela a été aussi prévisible qu'indigne. Elle affirme désormais que les courriels sont faux et que je les ai fabriqués pour monter tout le monde contre elle. Elle raconte à quiconque veut l'entendre que j'ai manipulé les preuves parce que je suis jaloux du succès de Marc dans le monde de l'entreprise. C'est absurde, car quiconque me connaît sait que je n'ai jamais accordé d'importance à la réussite en entreprise. J'étais heureux de gérer l'entreprise de papa et de préserver son héritage. Ce qui me brise réellement le cœur, c'est de penser aux derniers mois de papa. Alors qu'il subissait la chimiothérapie et essayait de trouver la paix face à sa situation, sa femme et son beau-fils complotaient pour détruire tout ce qu'il avait construit. Au lieu de passer du temps avec lui et de lui offrir la tranquillité dans ses derniers jours, il rencontrait des acheteurs potentiels et tramait de changer son testament. L'infirmière nous a dit que dans ces dernières semaines, lorsque papa était lucide, il demandait souvent à me voir, mais Sandra lui disait que j'étais trop occupé pour venir, un autre mensonge pour manipuler la situation. L'avocat affirme que nous avons désormais un dossier extrêmement solide. Le témoignage de l'infirmière sur l'état de papa lorsqu'il a signé le testament, les courriels prouvant la préméditation et les preuves qu'il planifiait déjà de vendre l'entreprise avant même la mort de papa, brossent un tableau très clair de leurs intentions. Le juge a déjà indiqué qu'il prend très au sérieux le fait de profiter de patients en phase terminale. Marc a essayé de me contacter hier en me disant qu'il voulait arranger les choses. Il a proposé de renoncer à sa part de l'héritage si je lui pardonnais. Mais je lui ai répondu que tout cela ne concernait plus l'argent, il s'agissait de la façon dont lui et Sandra avaient trahi la confiance de papa lorsqu'il était le plus vulnérable. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir. Il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être pardonnées. Mise à jour finale, l'affaire au tribunal s'est finalement résolue aujourd'hui, mais ce qui s'est passé dans la salle d'audience a tout changé. Marc s'est présenté sans Sandra et a demandé à parler en privé avec le juge. Ce qu'il a révélé lors de cette réunion a mis en lumière une vérité encore plus sombre sur toute cette situation. Marc a tout confessé et a présenté des preuves démontrant que la manipulation de Sandra allait bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Il avait trouvé un ordinateur portable caché chez lui qui contenait des années de plans détaillés. Sandra avait planifié cela bien avant que papa ne tombe malade. Elle avait ouvert plusieurs comptes bancaires secrets au nom de Marc et avait détourné de l'argent des comptes personnels de papa pendant des années, utilisant sa position d'épouse pour accéder à ses informations financières. Sandra avait profité de l'état médical de papa et des puissants analgésiques pour lui faire signer plusieurs documents, pas seulement le testament. Elle avait falsifié sa signature sur des papiers commerciaux qui lui auraient donné un accès direct au compte de l'entreprise après sa mort. Elle avait même préparé des documents antidatés montrant que papa lui avait promis une partie de l'entreprise lorsqu'il s'était marié. La révélation la plus choquante est venue lorsque Marc a expliqué pourquoi il avait finalement décidé d'avouer. Il avait découvert que Sandra avait fait quelque chose de similaire avec son premier mari avant d'épouser papa. Elle avait également manipulé cette situation, obtenant progressivement le contrôle de la majorité des biens de son mari avant de divorcer. L'homme était mort peu après, et ses enfants s'étaient retrouvés presque sans rien. Marc a découvert cela lorsqu'un de ses enfants l'a contacté via les réseaux sociaux pour l'avertir du comportement récurrent de sa mère. Cette découverte a poussé Marc à enquêter davantage sur le passé de Sandra, et ce qu'il a trouvé l'a fait réaliser à quel point elle avait été calculatrice tout ce temps. Elle avait un historique d'approche des propriétaires d'entreprises fortunées, aussi bien avant que pendant son mariage avec son premier mari. Marc a retrouvé d'anciens courriels suggérant qu'elle avait spécifiquement ciblé l'entreprise de papa, obtenant un emploi là-bas pour se rapprocher de lui après avoir appris la mort de ma mère. Le juge a invalidé le testament frauduleux immédiatement après avoir entendu tout cela. Le testament original, qui partageait tout équitablement entre Marc et moi, a été rétabli. Mais j'ai dit à Marc que je ne voulais pas qu'il conserve une quelconque part de l'entreprise. Il a accepté et a signé la cession de sa part en ma faveur en échange d'un accord financier. C'était significativement moins que ce qu'il aurait reçu selon le testament original. Il a dit qu'il ne méritait pas de faire partie de l'héritage de papa après ce qu'il avait fait. Cette même nuit, Sandra est apparue chez moi dans un état complètement hystérique. Elle hurlait en disant que j'avais monté son fils contre elle et détruit sa famille. Elle a menacé de raconter à tout le monde des choses que j'aurais prétendument faites quand j'étais plus jeune, affirmant qu'elle avait des preuves que j'avais volé de l'entreprise lorsque j'étais adolescent. Tout cela était des mensonges, mais elle était désespérée et prête à tout tenter. J'ai tout enregistré avec mon téléphone et j'ai demandé une ordonnance de restriction contre elle. Le lendemain, la révélation la plus troublante est venue de la sœur de Sandra, qui a finalement décidé de parler. Elle nous a raconté que Sandra avait tenté de semer le trouble dans le premier mariage de papa avec ma mère biologique.
À cette époque, elle avait obtenu un poste dans l'entreprise de papa et avait apparemment essayé de créer des conflits entre mes parents. Après la mort de ma mère, elle avait passé des années à se rapprocher soigneusement de papa jusqu'à ce qu'ils finissent par se marier. Apprendre cela m'a rendu physiquement malade, en pensant à combien de temps elle avait manipulé la situation. Marc a tenté de me contacter hier, disant qu'il voulait arranger les choses. Il a proposé de renoncer à sa part de l'héritage si je lui pardonnais. Mais je lui ai répondu que cela n'avait plus rien à voir avec l'argent, il s'agissait de la façon dont lui et Sandra avaient trahi la confiance de papa à un moment où il était le plus vulnérable. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir. Il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être pardonnées. Mise à jour finale, l'affaire au tribunal s'est enfin conclue aujourd'hui, mais ce qui s'est passé dans la salle d'audience a tout changé. Marc est venu sans Sandra et a demandé à parler en privé avec le juge. Ce qu'il a révélé durant cette réunion a exposé une vérité encore plus sombre sur toute cette situation. Marc a tout avoué et a présenté des preuves démontrant que la manipulation de Sandra allait bien au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Il avait trouvé un ordinateur portable caché chez lui, contenant des années de plans détaillés. Sandra avait planifié cela bien avant que papa ne tombe malade. Elle avait ouvert plusieurs comptes bancaires secrets au nom de Marc et avait détourné de l'argent des comptes personnels de papa pendant des années, utilisant sa position d'épouse pour accéder à ses informations financières. Sandra avait utilisé l'état médical de papa et les puissants analgésiques pour lui faire signer plusieurs documents, pas seulement le testament. Elle avait falsifié sa signature sur des documents commerciaux qui lui auraient donné un accès direct au compte de l'entreprise après sa mort. Elle avait même préparé des papiers antidatés, affirmant que papa lui avait promis une part de l'entreprise lors de leur mariage. La révélation la plus choquante est arrivée lorsque Marc a expliqué pourquoi il avait finalement décidé de tout avouer. Il avait découvert que Sandra avait fait quelque chose de similaire avec son premier mari, avant de se marier avec papa. Elle avait également manipulé cette situation, prenant progressivement le contrôle de la majorité des biens de son mari avant de divorcer. L'homme était mort peu de temps après, et ses enfants s'étaient retrouvés presque sans rien. Marc avait appris cela lorsqu'un de ses enfants l'avait contacté via les réseaux sociaux pour l'avertir du comportement récurrent de sa mère. Cette découverte a poussé Marc à enquêter davantage sur le passé de Sandra, et ce qu'il a trouvé l'a terrifié. Elle avait un historique bien établi, se rapprochait d'hommes d'affaires fortunés, aussi bien avant que pendant son mariage avec son premier mari. Marc a retrouvé d'anciens courriels suggérant qu'elle avait spécifiquement ciblé l'entreprise de papa comme objectif, obtenant un poste là-bas pour se rapprocher de lui après la mort de ma mère biologique. Le juge a immédiatement invalidé le testament frauduleux après avoir entendu tout cela. Le testament original, qui partageait l'héritage équitablement entre Marc et moi, a été rétabli. Mais j'ai dit à Marc que je ne voulais pas qu'il garde une quelconque part de l'entreprise. Il a accepté et signé la cession de ses parts en ma faveur en échange d'un accord financier. C'était beaucoup moins que ce qu'il aurait reçu selon le testament original. Il a admis qu'il ne méritait pas de faire partie de l'héritage de papa après ce qu'il avait fait. Cette même nuit, Sandra est venue chez moi, complètement hors d'elle. Elle hurlait que j'avais monté son fils contre elle et détruit sa famille. Elle a menacé de raconter à tout le monde des mensonges sur mon adolescence, prétendant avoir des preuves que j'avais volé dans l'entreprise à cette époque. Tout cela était faux, mais elle était désespérée. J'ai tout enregistré sur mon téléphone et obtenu une ordonnance de restriction contre elle. Le lendemain, la sœur de Sandra a fait une révélation encore plus troublante. Elle nous a raconté que Sandra avait tenté de causer des problèmes dans le premier mariage de papa avec ma mère biologique. À l'époque, elle avait obtenu un poste dans l'entreprise de papa et avait cherché à semer des conflits entre mes parents. Après la mort de ma mère, elle avait passé des années à se rapprocher soigneusement de papa jusqu'à ce qu'il l'épouse. Découvrir cela m'a profondément esséuré, en réalisant à quel point elle avait manipulé les événements pendant si longtemps. Sandra n'en avait pas encore fini d'essayer de semer le chaos. Le mois dernier, à l'anniversaire de papa, elle est apparue sur sa tombe en provoquant un scandale. Elle racontait aux gens que, d'une manière ou d'une autre, j'avais manipulé à la fois papa et Marc contre elle. Elle avait emmené avec elle des membres de la famille que je ne connaissais même pas, leur montrant des preuves inventées pour me discréditer. Quand la sécurité lui a demandé de partir, elle s'est mise à hurler que son mari et son fils l'avaient abandonnée, si bien que la police a dû intervenir. Elle a même tenté de déposer une plainte pour obtenir une pension conjugale du patrimoine de papa, mais son dossier a été rejeté. Notre avocat a présenté toutes les preuves de sa fraude, et le juge a été particulièrement outré qu'elle ait profité de l'état médical de papa pour lui faire signer des documents. Après cet incident au cimetière, Marc a finalement coupé tout contact avec elle. Il m'a envoyé un long courriel pour m'expliquer que Sandra avait été diagnostiquée avec des problèmes de santé mentale, mais qu'elle refusait de suivre un traitement. Marc avait essayé de l'aider, mais elle continuait d'affirmer que le problème ne venait pas d'elle, mais des autres. Sandra est toujours convaincue qu'elle n'a rien fait de mal et que nous conspirons tous contre elle. De mon côté, j'ai repris ma vie en main. J'ai acheté une maison dans un autre quartier, car Sandra continuait d'apparaître à mon ancienne adresse.
J'ai dû engager des services de sécurité, car elle tente encore de me contacter via des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Parfois, elle envoie même des gens pour me surveiller et lui faire des rapports. Je conserve toutes les preuves de son harcèlement au cas où je devrais renouveler l'ordonnance de restriction. L'entreprise prospère aujourd'hui. Nous avons récemment décroché des contrats majeurs que papa poursuivait avant de tomber malade. J'ai élargi notre ligne de production, exactement comme il l'avait prévu, et nos revenus ont presque doublé. Parfois, lorsque je m'assieds dans son ancien bureau, je me surprends à espérer qu'il puisse voir que son œuvre continue, exactement comme il l'aurait voulu. Certains membres de la famille pensent encore que je devrais pardonner à Marc, puisqu'il a fini par avouer la vérité et a aidé à exposer les plans de Sandra. Ils disent qu'il n'était qu'une victime de la manipulation de sa mère. Mais je ne peux pas surmonter le fait qu'il ait été prêt à trahir papa alors qu'il était en train de mourir. Peut-être qu'il a fait ce qu'il fallait à la fin, mais seulement après avoir été découvert et après avoir pris connaissance du sombre passé de Sandra. Il y a des trahisons dont on ne peut tout simplement pas revenir. J'ai beaucoup appris de toute cette expérience, principalement sur la manière dont la cupidité peut détruire des familles et sur le fait que l'on ne découvre jamais la véritable nature de quelqu'un tant que l'argent n'entre pas en jeu. Je suis simplement reconnaissant d'avoir pu préserver l'héritage de papa et de maintenir son entreprise en activité, exactement comme il l'aurait voulu. C'est ce qui compte vraiment pour moi désormais.